Voilà, donc en attendant que notre ancien étudiant se connecte, on va peut-être commencer par les étudiants qui sont actuellement en classe préparatoire ECT et qui vont vous présenter la classe préparatoire. C'est à vous. Donc, bonjour à tous. Je vais commencer par vous présenter les horaires de cours qu'on peut avoir en classe préparatoire par rapport au lycée. Il faut savoir qu'au lycée, si je ne dis pas de bêtises, les langues vivantes, c'est à peu près 2 heures, 2 heures et demie. En classe préparatoire, on a 5 heures d'LV1, 5 heures d'LV2, 6 heures de maths, 1 heure d'expression française, 3 heures de culture générale, 3 heures de philosophie, 5 heures de management, 6 heures d'éco-droit, 1 heure d'algorithmique et 2 heures de PS. Donc, par rapport en terminale, c'est vrai que les tendances s'inversent, si je puis dire, parce qu'on est quand même ici pour préparer un concours, donc le but, c'est de s'améliorer dans les matières qui, au lycée, où on n'avait pas beaucoup d'heures. Donc, nos cours, en général, ils se finissent à 17 heures, notre journée de cours, et ça peut être suivi par des cols. Alors, attention, les cols, ce n'est pas comme au lycée, une punition. En fait, c'est un suivi individualisé par matière. Donc, on a 4 heures par semaine. C'est des suivis individualisés par groupe de à peu près 2 à 3 élèves dans chaque matière. Donc, ça va être, par exemple, en mathématiques, on va être au tableau. On va devoir faire des exercices. En langue, ça va être une préparation de 20 minutes et on passe seul à l'oral face à un prof. Et pour les autres matières, on est par groupe de 3 et on a un document, on doit répondre à des questions, appliquer les méthodes qu'on nous apprend en cours. Et voilà, sur ça, je pense que j'ai rien oublié sur tout ça. Alors du coup, bonjour. Moi, je m'appelle Tanguy Caron. Je suis en classe préparatoire en première année. Et du coup, j'ai intégré la prépa pour ensuite, après, aller vers une école de commerce. Bonjour, je m'appelle Daïra Tinto. Je suis en première année de prépa économique et commerciale. Pour ma part, j'ai intégré une prépa pour faire de longues études et entrer en école de commerce. Bonjour, je m'appelle Lucinda. J'ai intégré la classe prépa pour faire une école de commerce aussi. Moi aussi, du coup, j'ai intégré cette classe préparatoire parce que je ne savais pas vraiment où aller et je savais que je voulais faire des études longues, ça c'était sûr. Je sais que la classe préparatoire, c'est le meilleur moyen pour obtenir un bac plus 5. Donc, je me suis dit, pourquoi pas se lancer dans cette filière-là et qui me plaît très bien. Et il faut savoir qu'en prépa, vous allez un peu tout revoir. Vous allez revoir tous les... Comment dirais-je ? Les bases. Vous allez voir toutes les bases que vous avez faites auparavant, ça soit en anglais, en maths, en management. Et d'ailleurs, je voulais vous dire qu'en prépa, si votre spécialisation en terminale, c'était pour la plupart en finance ou en marketing ou ressources humaines, en prépa, vous allez tout faire. Vous allez faire du marketing, de la finance, des ressources humaines et aussi de la comptabilité. Donc, vous allez vraiment tout refaire. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous avez fait marketing, vous allez quand même faire du marketing, de la finance et aussi des ressources humaines. Donc, vous allez vraiment tout faire. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Ouais, voilà, en gros, il y a vraiment une véritable remise à niveau sur n'importe quelle matière. Et du coup, ça permet que tout le monde puisse arriver sur les mêmes bases et qu'on puisse vraiment reprendre sur de bonnes bases. Ça permet aussi ensuite d'enchaîner après avec des cours qui seront certainement beaucoup plus poussés qu'on a vu en terminale. Mais du coup, ça permettra surtout aussi un meilleur apprentissage parce que justement, en prépa aussi, on apprend à apprendre. On a des méthodes de travail qui changent par rapport à notre terminale. Et c'est vraiment un peu plus poussé et ça permet aussi de mieux travailler pour sa propre personne, par exemple. Et rentrer en post-bac en école de commerce, c'est pas la même chose que rentrer après une prépa. C'est pas du tout le même cursus.
Là, on nous prépare au programme Grandes Écoles et c'est un parcours d'excellence. Et c'est pas la même chose. Je pense que M. Leroux pourra vous l'expliquer après. Mais c'est plus intéressant de faire une prépa que de rentrer en post-bac en école de commerce. Moi, ce que je trouve intéressant aussi en prépa, c'est que moi, je sais qu'avant, dans ma scolarité, j'apprenais mes cours par cœur, alors qu'au final, c'est pas bien. Enfin, c'est pas que c'est pas bien, mais c'est que ici, on cherche vraiment à faire des liens avec toutes les notions qu'on a dans un chapitre, et je trouve ça vraiment intéressant. C'est vraiment enrichissant d'apprendre comme ça. Enfin, moi, je préfère apprendre comme ça que comme j'apprenais avant, vraiment. Et en prépa, il faut savoir que vos notes ne seront pas comme les notes que vous aviez auparavant. C'est sûr que vos notes baisseront. Mais ce qui est bien, c'est qu'en prépa, les profs ne se focalisent pas sur vos notes, mais vraiment sur votre progrès. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. Aussi en prépa, du coup, on nous apprend aussi à être autonome, à s'investir davantage qu'en terminale. Du coup, c'est vraiment 2 ans qui vont être très poussés sur l'apprentissage, justement pour qu'ensuite ça se répercute, il y ait une répercussion en école de commerce. Donc, il est préférable justement de s'investir davantage, d'être plus autonome et d'être vraiment responsable au niveau de son apprentissage, puisqu'il faut vraiment apprendre chaque notion qu'on a, chaque notion qu'on apprend par exemple au management ou nos cours de culture générale, apprendre notre vocabulaire en anglais, les notions spécifiques en économie et en droit. Tout ça, quoi. Donc, il faut vraiment apprendre. Mais c'est pas non plus, faut pas apprendre à accentuer. Il faut vraiment suivre le cours et après faire. Nous, par exemple, on a notre prof de management qui nous a appris à faire, enfin, mais qui nous encourage à faire des cartes mentales. Et c'est vrai que pour chaque notion qu'on fait, la carte mentale, vraiment, ça permet de bien résumer tout ce qu'on apprend sur une fiche, par exemple. On a une question, par exemple, il y a d'autres questions dont on va répondre, auxquelles on va répondre nous les profs, mais par exemple, quelqu'un demande combien de temps de travail à la maison. Est-ce que vous pouvez répondre à ça? Alors, faut savoir que je pense que je ne suis pas le mieux placé pour répondre à cette question. Parce que, alors, contrairement à ce que mes profs pourraient croire, je bosse beaucoup, voire des fois beaucoup trop, parce que j'ai un rythme de sommeil, je n'ai pas besoin de beaucoup de temps de sommeil, donc c'est possible que des fois je travaille jusqu'à 2 h du matin chez moi. Mais sur une journée normale, je pense entre 1h30, 2h30 environ sur toutes mes notions. C'est pas juste je fais mes devoirs pour le lendemain, d'ailleurs je m'avance, mais je relis mes cours de temps en temps. Enfin, pas de temps en temps, j'essaie de les relire tous les soirs. Mais du coup, oui, je passe 1h30, 2h minimum. Mais après, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment pour ma personne. Si en aucun cas que mes 3 camarades ici font la même chose. Peut-être, peut-être pas. Mais du coup, moi, je suis vraiment un extrême. Donc, moi, je travaille beaucoup parce que, justement, je veux vraiment m'investir à fond dans ma classe préparatoire. Alors, moi, pour ma part, ça va dépendre. Quand je finis à 17 h, je vais travailler peut-être 1 heure. Quand je finis à 18 h, 45 minutes. Et quand je finis à 19 h, je suis vraiment fatiguée. Donc, 30 minutes, on va dire. Moi, je suis un peu pareil. Surtout, bien travailler le week-end. Oui. Profiter des week-ends pour s'avancer dans la semaine. Et faire des fiches de révision parce que c'est vraiment important. Ouais. Moi, pour ma part, je sais que, par exemple, quand j'ai pas l'école et que je finis à 17 h, j'aime bien rester au lycée pour justement revoir les cours avec mes camarades. Après, souvent, je reste jusqu'à 19 h quand j'ai pas de colle, pas tout le temps. Mais souvent, j'essaie de rester parce que je reste vraiment dans l'ambiance de travail. Quand je rentre chez moi, j'essaye de retravailler 1 heure derrière, voire 1h30, mais pas plus. Il y a d'autres questions, mais M. Leroux va répondre à la question sur l'alternance et Alors le stage. Oui, on a eu 2 questions, une sur l'alternance et une sur le stage. Alors, il n'y a pas d'alternance en classe préparatoire, il n'y a pas de stage non plus. Tout ça, vous l'aurez après, quand vous rentrerez en école de management. D'accord ? Donc, la classe préparatoire, il faut vraiment envisager ça comme 2 ans consacrés à l'apprentissage dans toutes les disciplines avec énormément de disciplines différentes et de temps de travail, comme vous l'avez entendu déjà. Tout ce qui est professionnalisation, c'est-à-dire alternance, stage en entreprise, etc., c'est réservé à partir du Bac+3 et c'est pris en charge par les écoles de management. Alors, on a également une question sur comment se passe l'école en langue. Alors, on va donner la parole à Madame Dequimpe
professeur d'anglais. Bonjour. Donc, les cols de langue se passent de la façon suivante. Ce sont des cols individuels, c'est-à-dire que chaque étudiant passe pendant 20 minutes. Alors, moi, ce que je fais, c'est qu'au début de l'année, les étudiants passent sur des documents qu'on a étudiés en cours. Alors, au début, le premier, on a vraiment étudié, mâché, rabâché, etc. Et après, de plus en plus, les documents sont un tout petit peu étudiés en cours, et puis après, plus du tout. Et après, on passe, enfin, plus du tout, c'est-à-dire que les étudiants les étudient eux-mêmes. Et après, on passe à des documents inconnus. Donc, le document inconnu sera donné à l'étudiant, il aura 20 minutes pour l'étudier, et après, il passera pendant 20 minutes. Et ensuite, le stade suivant, c'est le document oral, document sonore. Donc, on va bientôt passer à ça. Et à ce moment-là, donc même chose, vous avez 20 minutes pendant lesquelles vous écoutez le document, il faut faire un compte-rendu de ce qu'on a entendu et puis faire un élargissement, dire ce à quoi ça vous a fait penser, si vous avez des connaissances sur le sujet. Et bien évidemment, on prend en compte la compréhension du document, la qualité de la langue et aussi les connaissances personnelles. Voilà. Donc, il faut bien évidemment, moi je parle prêche pour ma chapelle, en anglais, évidemment, il faut se documenter sur le monde anglo-saxon. Par exemple, récemment, on a parlé avec vous de l'Australie. Voilà. Juste, on va donner aussi la parole à M. Léveillé qui est chez lui et qui est prof d'espagnol. Mais peut-être présenter quand même, ce qu'on n'a pas fait, présenter les profs qui sont là. Donc, vous avez Mme Dequimpe qui vient de parler, qui est prof d'anglais. À côté, vous avez M. Leroux qui est professeur de management. Moi, je suis Mme Nicole, professeur d'allemand. À côté de moi, Mme Quesnel, professeur d'éco-droit. Encore à côté, Madame Martin, professeure de culture générale. Voilà. Et donc, Maxime, si tu veux intervenir sur l'espagnol. Ouais, je vais compléter un petit peu ce qu'a dit Madame Dequimpe sur l'école. La notion qui est centrale en langue et surtout en colle, c'est vraiment la notion d'entraînement. Et ces colles, qui est d'ailleurs un terme que je bannis parce que j'aime pas du tout cet aspect un peu, c'est un petit peu castrateur et très ça met vraiment la pression aux étudiants. J'aime vraiment ce terme d'entraînement puisque ce sont 20 minutes enfin 40 minutes en fin de compte, qui sont consacrées vraiment à l'entraînement en compréhension de l'oral et ensuite à l'expression orale. Alors, la démarche est à peu près similaire à celle de l'anglais. La seule différence avec l'espagnol est qu'en espagnol, donc, les cols sont toujours en rapport avec les thématiques qui sont abordées en cours. Et les documents qui sont proposés sont donc des prolongements du cours. Et en fait, à partir de ces documents, alors comme ma collègue l'indiquait tout de suite, les étudiants sont amenés ensuite à produire un exposé sur la thématique du document qu'ils ont visionné ou qu'ils ont lu pendant leurs 20 minutes de préparation. Ces cols en espagnol ne sont pas toujours notées. Elles sont surtout le moment, je répète, d'un entraînement qui est assorti de conseils. Et le suivi après la colle est construit de telle manière que les étudiants repartent avec quelques petites phrases en fait à traduire chez eux, et ces phrases sont en fait des points sur lesquels ils ont montré quelques petites défaillances au cours de leurs 20 minutes d'oral. Et le fonctionnement, normalement, quand ils appliquent les conseils, ça progresse assez vite. On voit déjà les progrès arriver là on est en début février bientôt, et on voit déjà des progrès significatifs arriver à l'oral. Voilà pour l'école. Je vais reprendre la parole parce qu'il y a une question qui, si ça se trouve, s'adresse directement à moi. On va voir. Mais d'abord, je vous précise qu'effectivement, on a les deux professeurs de maths, M. Gélin et M. Parent, qui sont là, mais en visio, parce qu'ils sont en train de surveiller l'EDS. Et on a aussi M. Perbos, professeur de philo, qui est en visio. J'ai vu passer, donc il y a une question sur l'internat, on va passer la parole très vite à une des étudiantes qui doit vous en dire plus, mais il y a une question sur la LV2, si on a fait une langue en LV2 l'année d'avant, est-ce qu'on est obligé de poursuivre avec la même langue? Généralement, cette question vient de germanistes qui ne veulent pas continuer l'allemand en prépa, je ne sais pas si c'est le cas. Chaque année, on a effectivement des élèves qui arrivent en ayant pratiquement aucune base en LV2. Enfin, en tout cas, c'est ce dont ils ont l'impression. Ils ont l'impression qu'ils n'ont aucune base, mais ils ont quand même un minimum de base. Et on reprend vraiment à zéro. Et je peux vous dire qu'on arrive… Ah oui, non, d'accord. OK. Bon, moi, je suis… le cas d'une élève qui veut arrêter le chinois. D'accord.
Ok, bon, en tout cas, par rapport à l'allemand, en tout cas, vous avez 5 heures de langue en première année. Et cette année encore, on a une étudiante, Flavia, enfin Tanguy peut témoigner, qui est arrivée, qui ne savait rien ou pratiquement rien en allemand et qui a fait des progrès mais incroyables depuis le début de l'année, quoi. Elle est vraiment, vraiment incroyable. Donc, sachez que même si vous arrivez en n'ayant pratiquement pas de base dans une langue, vu le volume horaire, et particulièrement en allemand, étant donné qu'on est peu nombreux, vous pouvez rattraper les connaissances que vous n'avez pas eues. Alors après, pour le chinois, c'est plus compliqué, ou alors elle pourrait commencer en allemand, pourquoi pas. Non, mais c'est vrai, finalement, c'est la même chose que… Disons, le truc, c'est que si vous commencez en espagnol, si vous êtes 40 dans la classe, c'est quand même un petit peu plus compliqué que quand on est 6 ou 7 en allemand, quoi. Alors, en espagnol, si elle a des bases en espagnol, c'est du cas par cas. On ne peut pas vous répondre d'une manière générale, c'est vraiment du cas par cas. Il faudrait qu'elle prenne contact avec nous. C'est aussi possible, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est possible aussi de prendre contact sur le compte Instagram de la prépa. On en reparlera après. Donc, on va passer la parole à Mélissa parce qu'il y avait plusieurs questions par rapport à l'internat. Donc, moi, je tiens à préciser que je ne suis pas à l'internat, mais j'ai des copines qui y sont. Donc, elles m'ont fait un petit papier avec tout ce que je peux dire. Donc, l'internat, c'est juste pour les filles. Elles ont des chambres individuelles avec des rangements en lavabo. Elles ont des douches collectives, mais elles sont quand même séparées. À partir de 22h, il faut éviter de faire trop de bruit parce que les murs de l'internat sont assez fins. Elles ont leur petit déjeuner de 7h10 à 7h50. Le repas du soir, il est à 18h30. Et donc pour ceux qui seront en col, c'est jusqu'à 18h. Le repas est à 18h45, pardon. Il est possible de prendre une salle de cours aussi pour travailler jusqu'à 21h45 parce qu'il faut savoir qu'à 22h, toutes les filles doivent être sur l'aile internat parce que la porte, elle se ferme et après, c'est impossible de la rouvrir jusqu'au lendemain matin. Pour les sportives, il y a une piste d'athlétisme juste en bas du bâtiment. Les filles ont déjà… il y a une petite salle télé avec frigo, bouilloire et micro-ondes et les filles fêtent leur anniversaire le soir tous ensemble. C'est une ambiance assez conviviale. Le matin, il faut bien faire son lit et laisser la chambre propre. Si jamais il y a un soir, vous voulez sortir, pas dormir à l'internat ou pas manger et revenir après, il faut savoir qu'il faut prévenir la CPE et la surveillante du soir, au moins la veille. Il faut prévenir pour savoir justement si vous mangez ou pas à la cantine. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur l'internat. Alors, peut-être que je peux rajouter quelque chose sur les critères d'attribution. C'est-à-dire qu'en fait, on a une dizaine de places à l'internat et les critères d'attribution sont à la fois sociaux et géographiques. Donc, c'est un mix de distance de votre domicile par rapport au lycée et de critères sociaux, donc le nombre de parts de bourse, etc. Il faut doubler le vœu aussi. Voilà, alors il faut effectivement faire 2 vœux, un avec internat sur Parcoursup et un sans internat. Alors, on a une autre question. Quels sont les critères essentiels pour se donner le maximum de chances pour être pris en prépa? En fait, lorsque nous étudions les dossiers, nous sommes attentifs à plusieurs critères et pas seulement les notes. Il faut vraiment vous mettre ça en tête. C'est-à-dire que c'est une appréciation globale, générale que nous faisons sur la base évidemment de vos bulletins de terminale et de première. Et nous sommes beaucoup plus sensibles aux appréciations. Et est-ce qu'elles traduisent d'envie de travailler, d'envie de s'approprier des méthodes de travail nouvelles? Donc, si ça transparaît vraiment dans les bulletins, alors avoir des notes moyennes ne vous empêche absolument pas de rentrer en classe préparatoire. Donc, surtout, l'idée selon laquelle les notes seraient un critère absolu dans l'évaluation des dossiers, elle est fausse. Alors, évidemment, si vous avez 5 ou 6 de moyenne en terminale, et que vous avez 5 ou 6 matières en deçà de la moyenne, ça sera compliqué évidemment parce que le travail en classe préparatoire est très intense. Certes, nous repartons dès le début, mais ensuite le rythme est assez soutenu, donc ça ne serait pas rendre service à un élève de terminale que de le laisser passer en classe préparatoire s'il a déjà une moyenne très, 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 très fragile en terminale.
Mais il faut s'enlever de la tête l'idée selon laquelle on ne prend que des élèves qui ont entre 15 et 18 de moyenne. Ce n'est absolument pas le cas. On prend plutôt un profil en fait, de Voilà. motivation et de capacité de travail, d'envie de travailler. Donc, est-ce qu'il y a encore des questions? On peut peut-être, alors il y avait peut-être définir la prépa en un mot, mais ça, il y a un sticker qui a été prévu à cet effet. Est-ce que on avait dit qu'on parlerait de la prépa en un mot, donc peut-être que vous voulez évoquer ce qui a été certains mots, on ne va pas tous les dire, mais ceux qui vous tenaient à cœur. Et puis ensuite, peut-être demander à M. Leroux pour compléter quelques informations et comme ça, permettre au fil de peut-être poser d'autres questions. Du coup, moi, je vais peut-être pas utiliser qu'un mot, mais je dirais d'abord détermination et travail. Parce que moi, par exemple, je sais que je suis arrivée ici avec certaines difficultés. Et vraiment, quand on veut, on peut. Vraiment. S'il y a du travail derrière, ça va fonctionner tôt ou tard. C'est vraiment ça qu'il faut se dire. Moi, je dirais que c'est de l'entraide. Parce que au sein de la classe, il y a beaucoup d'entraide et on s'entend tous bien. Et si on a des difficultés, les uns et les autres, on s'aide et c'est vraiment important dans la prépa. Moi, je dirais investissement et famille. Donc, l'investissement, parce que du coup, quand même, en prépa, il faut s'investir aussi un minimum. Il faut vraiment se donner à fond et tout. Et ça revient aussi sur l'entraide, le fait qu'on s'entraide chacun avec des matières avec lesquelles on se débrouille un peu mieux que d'autres. Mais aussi, du coup, familial, parce que du coup, on ne se connaissait pas tous quand on est arrivé en prépa. Et en fait, maintenant, on est un peu comme une famille parce que du coup, vraiment, on s'entraide tous, mais aussi on rigole tous ensemble, on discute tous ensemble. Il n'y a pas de groupe à part, il n'y a pas de personne à part. On est vraiment tous ensemble pour 2 ans. Et du coup, c'est ça aussi qui est vraiment super cool avec la prépa, quoi. Moi, je dirais c'est une aventure. Parce que c'est un nouveau départ, de nouvelles rencontres, de nouveaux projets. Donc pour moi, c'est vraiment une aventure. Et voilà. On a une question. Comment se passe le passage de la première année à la deuxième année? Alors, j'imagine que la question signifie est-ce que tout le monde passe ou, En fait, le critère essentiel pour nous, c'est que vous jouiez le jeu. C'est-à-dire on considère qu'on passe un contrat avec vous si vous jouez le jeu, c'est-à-dire que si vous êtes là, si vous écoutez les conseils qu'on vous donne, que vous appliquez les méthodes, que vous travaillez, vous passerez en deuxième année. Ce n'est pas une question de notes, c'est vraiment une question d'attitude face au travail. Donc, si la question était celle-ci, c'est vraiment uniquement par rapport à votre attitude face au travail. Les personnes qui ne passent pas en deuxième année, c'est parce qu'elles n'ont pas joué le jeu, parce qu'elles n'étaient jamais là ou rarement là. Oui, voilà, c'est vraiment ça. C'est l'absentéisme, la raison principale pour vous empêcher de passer en deuxième année. Il y avait d'autres questions. Il faut remonter. Alors, combien il y a de classes? C'est un peu exceptionnel cette année. Cette année, on a deux deuxième années et une première année. On ne va pas vous refaire l'historique, mais sachez qu'à l'avenir, il y aura toujours, normalement, à moins qu'il y ait de nouveau des bugs informatiques, mais il y aura toujours une classe de première année, une classe de deuxième année. Et ensuite, dans ce qu'on appelle l'aile prépa, il y a aussi une autre classe prépa qui s'appelle la prépa ATS, mais qui s'adresse à des étudiants qui viennent de BTS ou de DUT. Donc, en prépa ECT, il y a une classe de première année, une classe de deuxième année. Et ce qui fait à peu près un pôle de 120-130 étudiants, puisque en ECT, on peut aller jusqu'à 45 étudiants par classe. Là, nous sommes 45, enfin, vous êtes 45 étudiants en classe de première année, et ça sera à peu près la même chose l'an prochain. Comment ça se passe pour les stages à l'étranger après la prépa? Ça dépend vraiment des écoles de management. Oui, ça fera partie de votre formation une fois que vous aurez intégré l'école de management. Donc, ça, vous aurez le temps de vous projeter dans ces stages à l'étranger. Donc, il y a de toute façon une très grande ouverture internationale de toutes les écoles de management selon différentes modalités. On peut aussi suivre un cursus d'études. On peut effectivement faire des stages à l'étranger, faire une année de césure à l'étranger. Et tout ça vous sera largement expliqué dans les écoles de management et vous serez même aidé parce qu'il y a beaucoup de contacts à la fois pour les entreprises et il y a des partenariats avec des universités étrangères dans tous les coins du monde.
On a une question sur le prix de l'internat par mois. J'essaye de demander à M. Delamarre. Je sais qu'il suit la conférence, mais est-ce qu'il nous écoute vraiment? S'il nous écoute vraiment, il peut répondre. Sinon, je suis en train de chercher d'essayer d'obtenir la réponse. Et puis, si l'internat... Oui, bien sûr. j'ai répondu sur le J'ai chat. répondu, Ouais. d'accord. Donc, si vous êtes accepté en première année, évidemment que vous restez en deuxième année. 45 par classe. En quoi consiste... Il y avait une question par rapport à la philo, je crois. Oui, c'est ça, tu étais dessus. En quoi consistent les cours de culture générale et de philo? Ouais, Vous m'entendez? oui, on t'entend. Vas-y, Julien. Ouais. Bien. Bonjour à tous. Alors, en culture générale, en fait, il y a deux types de cours. Il y a les cours de littérature et les cours de philosophie. Donc, en littérature, en fait, l'enseignement, il est principalement sur la contraction de texte. En philosophie, on a un programme à respecter. Mais le but, c'est vraiment de permettre aux élèves d'avoir une intelligence du monde contemporain. Donc, on essaye de décoder ensemble la société contemporaine. Et pour ça, on s'appuie sur les grandes philosophies de l'histoire. Même s'il y a aussi un aspect méthodologique qui est très important, parce qu'on va reprendre toutes les grandes bases de la dissertation. L'introduction, le développement, la conclusion. À la fin de la première année, vous êtes tous capables de faire une dissertation de philosophie précisément. Parce qu'au concours, vous avez l'épreuve de philosophie en dissertation et l'épreuve de contraction de texte en littérature. Donc vraiment, si pendant l'année de terminale, vous avez eu des petites difficultés en philosophie, vous inquiétez pas. Il suffit de venir avec sa réflexion personnelle, avec sa motivation. On travaille ensemble, on reprend tout aussi depuis le début, toutes les bases méthodologiques. Il n'y a aucun problème normalement pour suivre le cours. Bien sûr, il y a du travail, des cours qui sont un petit peu approfondis. On revoit les grandes références de l'histoire des idées, mais il n'y a aucun problème pour suivre si on est motivé. Alors peut-être que ma collègue de littérature, elle peut compléter sur la culture générale. Alors, pour ce qui est de la littérature, en fait, qui est l'autre versant de la culture générale, il y a en fait vraiment 2 années différentes. En fait, en première année, on a un cours de culture générale. Je rejoins ce que disait M. Perbost. Enfin, l'idée, c'est de donner à tous les élèves une culture générale qui fasse de vous des citoyens avec une bonne culture de base. Cette année, on a choisi de traverser en fait le thème à travers la parole et les discours. On part de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, on essaie de faire des ponts en fait à chaque fois entre les époques pour que tout ce qu'on fait sur les époques anciennes nous parle du monde d'aujourd'hui et de voir les grands auteurs, de voir des textes qui apportent un maximum d'idées. On apprend à faire des contractions de texte parce qu'effectivement, c'est l'épreuve qu'il y a dans beaucoup d'écoles de commerce en littérature. On aborde aussi un petit peu la dissertation pour compléter ce qui est fait en philosophie. Et puis en deuxième année, en fait, ce qui est un peu différent, c'est qu'il y a un thème en fait sur lequel le professeur de philosophie et le professeur de littérature travaillent. Cette année, par exemple, les deuxièmes années travaillent sur le thème de l'animal. Les années passées, il y avait des thèmes comme le désir, la parole. Vous voyez, souvent, c'est un mot. Et en fait, on fait tout un cours sur toute l'année autour de ce mot pour que vous puissiez nourrir en fait au maximum vos dissertations au moment des concours. Donc, c'est un petit peu dans cet esprit qu'on travaille, voilà, pour essayer de vous former, de vous enrichir le plus possible et puis de vous apprendre à rédiger aussi le mieux possible, à comprendre des textes. Et la méthode de la contraction de texte, bon, c'est assez technique, mais voilà, c'est un peu comme la gymnastique, ça se travaille, c'est un entraînement. Alors, si je peux ajouter une dernière chose. Donc, vraiment, l'idée, c'est que on apprend à réfléchir, on apprend à argumenter. Comme disait ma collègue, la première année, c'est une approche très généraliste, qui va vraiment développer énormément votre culture générale. La deuxième année, c'est une approche plus thématique. Cette année, c'est l'animal, par exemple. Donc, ça tourne généralement autour d'un grand enjeu du monde contemporain qui va vous permettre de lire le monde actuel et ça vous servira beaucoup ensuite dans les écoles lorsque vous aurez à solliciter votre culture générale. Voilà.
Il y avait des questions sur la différence dans d'autres matières entre la terminale et puis la classe prépa. Un des professeurs de mathématiques va venir vous répondre. Madame Dequin peut répondre par rapport à l'anglais, je pense. Monsieur Léveillé par rapport à l'espagnol. Entre deux, il y a une question sur les DS, l'existence de DS le samedi. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai. Ça paraît normal aussi, puisque maintenant on est en études sup. Et puis, comme déjà en semaine, on a déjà un emploi du temps qui est assez chargé, on ne va pas se le cacher. Donc, c'est normal qu'on ait des DS le samedi. Et puis, après, pour ma part, maintenant, on s'est habitué à avoir des DS les samedis. Donc, c'est même plus dérangeant. En début d'année, ça paraissait dérangeant parce que je ne vais pas pouvoir profiter de mon samedi matin pour faire ma grasse mat et me lever à midi. Mais sauf que maintenant qu'on a des DS le samedi, moi, j'ai pris l'habitude de me lever à l'heure où je me réveille en semaine. Et puis, du coup, même avec ou sans DS. Parce qu'il n'y en a pas tous les samedis. Oui, il n'y en a pas tous les samedis non plus. Non, exactement, on n'en a pas tous les samedis. Mais non, maintenant, j'ai pris une habitude et pour moi, ça paraît normal qu'on ait des DS le samedi. La preuve en vidéo. Vous allez avoir une vidéo sur les DS parce qu'en fait, il y a M. Gélin, professeur de maths, qui est en DS actuellement. Donc, je ne sais pas si vous envoie une vidéo. De toute façon, quand on va faire la visite tout à l'heure, on va passer par la salle où il y a le DS, donc vous le verrez. Est-ce que l'internat est ouvert le samedi? Si, l'internat est Du ouvert. vendredi au samedi? Oui, bien sûr. Oui. L'internat est ouvert le samedi, mais pas le samedi soir, en fait. Il est ouvert du vendredi soir jusqu'au samedi matin. Et il n'est pas ouvert non plus le dimanche soir. Enfin, les filles font leur retour le lundi matin à 7h30. Voilà. J'ai ma caméra. On attend la vidéo, monsieur Gélin. On attend la vidéo. Ouais. Bon, branche ta caméra. Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Oui, il y a eu des évolutions. Vous avez découvert les salles l'année dernière. On va faire une petite visite dans 5 minutes. On va partir avec Tanguy et puis Daïradi. On va aller faire une visite des locaux. Donc, vous allez voir justement l'évolution. Nous, on va peut-être s'y mettre. Et puis, pendant ce temps-là, Madame Dequin va répondre et tout ça. OK. Ça veut dire que dès que vous aurez fini, il faudra couper le micro ici pour que... dès que Monique a parlé. D'accord. Okay. Donc, moi, en fait, je vais vous dire en quoi consistent les épreuves d'anglais au concours. Comme ça, vous verrez ce vers quoi vous devez tendre. À l'écrit, vous aurez un texte, bien évidemment inconnu, un texte d'une page à peu près, à partir duquel, que vous devrez bien sûr lire attentivement, vous aurez une question de compréhension. Tout est à rédiger en anglais. Une question de compréhension. Et puis après, une question d'expression personnelle sur un sujet en rapport plus ou moins étroit avec le document. D'autre part, vous aurez aussi des traductions. Alors ça, c'est quelque chose que vous n'avez probablement jamais fait. Donc, vous aurez du thème, c'est-à-dire qu'on vous donne un texte français à traduire en langue étrangère, donc en l'occurrence, pour ma part, en anglais. Et puis, vous avez aussi une version. Donc, la version vous donne un texte en langue étrangère, donc pour ma part en anglais, et vous devrez le traduire en français. Alors ça, évidemment, ce sont des épreuves qui sont extrêmement rigoureuses. Donc, ça demande un entraînement. On a déjà commencé cette année à s'entraîner. On a commencé par des petites phrases. Après, on a un peu complexifié. Là, vous avez vu, on a commencé hier un vrai thème journalistique, quelque chose qui était vraiment puisé d'une revue. Ce qui fait que ce qu'on vous demande, en fait, c'est de travailler avec énormément de rigueur. On ne peut pas se contenter d'à peu près. Évidemment, c'est la même chose pour les oraux. Donc, ce qui pouvait passer jusqu'à présent, c'est-à-dire, bon, je parle, je fais des fautes, mais enfin, grosso modo, on arrive à comprendre ce que je dis. Bon, ça commence à ne plus être suffisant. Il faut vraiment essayer de complexifier le discours de façon à ce que vous ayez un anglais qui soit de la meilleure qualité possible, tant à l'oral qu'à l'écrit. Voilà. Donc, évidemment, on y arrive. J'ai déjà vu des étudiants arriver avec un niveau extrêmement faible et suivre bien les conseils et faire des progrès fulgurants en 2 ans. Donc, c'est tout à fait possible. Bien. Alors, le temps que nos gentils organisateurs de visite nous rejoignent dans la salle, moi, je vais vous expliquer un petit peu ce qui vous attend après la classe préparatoire. Donc, chaque année, nous avons à peu près 85% de nos étudiants qui poursuivent en école de management.
Le reste poursuivant en troisième année à l'Université de Rouen, en licence AES ou économie-gestion. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est possible. Nous avons un système qu'on qualifie d'ECTS, donc ce sont des crédits européens qui vous sont délivrés à chaque semestre si, entre guillemets, vous jouez le jeu. C'est-à-dire, les résultats ne sont pas du tout le critère numéro un pour vous les accorder, mais c'est surtout le comportement en classe et l'investissement dans les apprentissages. Si à la fin des 2 ans, vous avez l'intégralité de vos crédits européens, vous êtes automatiquement, alors avec une mention A ou B, mais ce qui est tout à fait possible à obtenir si vous avez joué le jeu, justement, vous êtes intégré automatiquement en troisième année de licence à l'Université de Rouen, ce qui fait qu'en fait, même si la classe préparatoire ne vous fournit pas de diplôme, elle vous permet de poursuivre en troisième année, donc sans avoir perdu votre temps. Ça, c'est si vous souhaitez poursuivre à l'université. Sachant que quand on va à l'université juste après un bac STMG, les chances d'obtenir une licence sont extrêmement faibles, puisque c'est à peu près 5% de taux de réussite. Quand on sort de classe préparatoire et qu'ensuite on va en licence, on a toutes les chances d'avoir sa licence. Pour 85% des gens, néanmoins, le parcours se poursuit en école de management. Alors là, comment ça se passe? Vous êtes parti pour 3 ou 4 ans. Alors, pourquoi 4? Parce que très souvent, nos étudiants font une année de césure à la fin de leur deuxième année. Donc, en fait, ils ont fait 2 années de classe préparatoire, ils rentrent en première année d'école, et à la fin de la deuxième année d'école, souvent, ils suspendent leur parcours pour aller faire un stage en entreprise d'1 an ou repartir à l'étranger pendant 1 an. Parfois, ils font aussi les 2, 6 mois de départ à l'étranger, 6 mois de stage en entreprise. L'idée est de se professionnaliser davantage et d'obtenir un CV bien plus rempli à la fin du cursus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on y fait en école? On y apprend le management. L'idée est de former des généralistes de haut niveau. Donc, les bases du management sont révisées en première année. Ensuite, la deuxième année est très, très, très axée sur le stage et le parcours à l'international. Toutes les écoles offrent un grand choix de destination pour aller faire un semestre d'études à l'étranger. Les écoles ont entre 150 et 200 partenariats avec des universités ou des écoles de management étrangères. Donc, ça vous donne une idée de l'éventail des possibilités en deuxième année. Ensuite, après cette année de césure, justement, on enchaîne sur la troisième année qui est une année de spécialisation. Voilà. Au bout du compte, après 3 ou 4 ans d'études, les étudiants sortent avec une grande expérience à l'international, une grande expérience en entreprise, sont souvent non pas bilingues, mais en tout cas parlent tout à fait couramment la langue du pays qui les a accueillis en séjour à l'étranger. Donc, les chances d'intégration sur le marché du travail sont extraordinaires. Nous, on a des chiffres. 95% des diplômés d'école de management trouvent un contrat 6 mois après l'obtention de leur diplôme. Il y en a même une bonne partie qui trouvent un emploi avant même d'obtenir leur diplôme. Il y a une question. Après une prépa, est-ce qu'on peut intégrer n'importe quelle licence? Alors, sur l'automaticité dont je parlais tout à l'heure avec les crédits ECTS, ce sont uniquement 2 licences à Rouen, administration économique et sociale et économie-gestion. Néanmoins, il est possible de passer par des commissions de sélection. Alors, l'intégration ne sera pas automatique, il faudra poser un dossier de candidature. Mais la plupart du temps, ceux qui sortent d'une classe préparatoire ECT, naturellement, ils enchaînent sur l'économie-gestion ou l'administration économique et sociale. Il n'y a plus de questions? Parce que sinon, je vais montrer les différentes ressources numériques. Ouais, vas-y. OK. Donc, je vais vous montrer. Alors, je sais qu'il y a ceux qui sont là, mais je sais qu'il y a des personnes qui ne pouvaient pas être là. Et donc, la réunion qu'on est en train de faire est enregistrée et sera sur notre chaîne YouTube. Je vais vous montrer les différentes ressources que vous avez à votre disposition si vous voulez en savoir plus. Sachant que vous avez, normalement, sur le mail que je vous ai envoyé, il y avait plusieurs liens qui donnent accès aux différentes ressources numériques.
Et entre autres, je voulais attirer votre attention sur deux en particulier parce que vous allez retrouver pratiquement tout ce qui est intéressant dessus. Donc, il y a le stand virtuel qu'on avait fait pour le salon d'étudiants. Alors, le salon d'étudiants est maintenant terminé, mais le stand est encore accessible jusqu'au 21 février. Et là-bas, vous allez donc trouver plusieurs ressources, comme par exemple, si vous allez dans les vidéos, alors là, il y a une vidéo, je ne vais pas jouer les vidéos jusqu'au bout parce que de toute façon, vous n'entendrez pas le son. Là, c'est une vidéo qui avait été faite par les étudiants l'année dernière pendant le confinement, où ils présentent la prépa. Ensuite, si vous allez... Oh, ça commence bien, excusez-moi, il va falloir que je m'identifie. Hop. Hop. Donc, si vous allez sur les vidéos, voilà, vous avez plusieurs choses. Donc, une visite guidée, mais là, sans étudiants, mais un jour où il faisait beau, par contre, du parc et puis du lycée. En dessous, vous avez le live Instagram de notre professeur de management que vous venez de voir, Quentin Leroux, qui a été interviewé par le média étudiant Totis et qui vous dit vraiment tout ce que vous voulez savoir sur la prépa ECT. Ça dure à peu près 40 minutes. C'est très, très, très bien. Vous avez plusieurs vidéos donc à votre disposition. Si vous retournez sur le stand, vous avez des brochures aussi, donc entre autres la brochure concernant la prépa. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas là d'ailleurs, mais ce n'est pas grave, vous l'avez reçue de toute façon. Une visite virtuelle. Donc la visite virtuelle, on l'avait faite l'année dernière pendant le confinement parce que on avait pareil, on pouvait pas, les élèves n'avaient pas accès à l'établissement. Donc on a fait une visite virtuelle avec différents espaces, espace des étudiants, la salle des profs, le lycée. Et à chaque fois, vous cliquez sur les petites pastilles jaunes et vous allez tomber sur des vidéos ou bien sur des liens, enfin différentes choses, quoi. Mais je vous laisse aller voir, ça n'a aucun sens que je vous montre ça. Où là, vous avez aussi énormément de vidéos. Donc, on en a mis, j'ai tout mis, toutes les ressources qu'on avait vidéo, je les ai mises sur cette chaîne. Dernièrement, hier, on a travaillé donc autour du thème de la prépa en un mot. J'ai mis une première vidéo, il y en aura 6 comme ça. Investissement, parce que du coup, vraiment en prépa, je me suis vraiment beaucoup plus investi que dans les années précédentes. Et du coup, j'ai travaillé un maximum pour obtenir des meilleurs niveaux de concours. La persévérance. Bon, c'est la première d'une série de 6. Il y en aura d'autres sur en quoi la prépa m'a changé, qu'est-ce qui aurait pu m'empêcher de faire la prépa, pourquoi j'ai choisi la prépa plutôt que le BTS ou l'université, et puis encore 2 autres qui ne me reviennent pas à l'esprit pour l'instant. Voilà, j'aimerais vraiment bien pouvoir retourner sur la juste pas comme ça. Adepte, ah oui. La dernière ressource que je voulais vous présenter. Non, il y a un seul dé. Un seul dé, DP. Ouais, un seul. Ouais, voilà. C'est le site, en fait l'ADEPT, c'est l'association des... C'est l'association nationale de promotion des prépas voies technologiques, voilà, qui regroupe ECT et ATS. Dont M. Leroux est président. Et là, vous avez énormément de ressources aussi sur la prépa ECT, la chaîne vidéo. Donc, c'est aussi un instrument, un outil pour en savoir plus sur la prépa ECT si vous vous posez des questions. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, et comme je ne peux pas accéder, c'est notre compte Instagram. Okay. Donc, voilà. C'est pas lui. Donc voilà, vous retrouvez différentes ressources. Là, c'est parce que c'est la prépa ATS, on est abonné au compte de la prépa ATS aussi. Et là, par exemple, notre story, je viens de poster quelque chose par rapport à la matinée porte ouverte de ce matin. Et surtout, si vous avez des questions, envoyez-les sur ce compte-là, j'y répondrai sans aucun problème. Voilà, c'est bon pour la présentation des ressources numériques. On va passer maintenant la parole à Jordan, donc élève en 2e année. Tout à l'heure, vous avez un témoignage d'élève de première année, donc là, vous allez entendre l'élève de 2e année. Et puis aussi à M. Gélin, qui est professeur de mathématiques en classe prépa ECT. Jordan, allez-y. Vous vivez la prépa, qu'est-ce que ça vous apporte? Peut-être pourquoi vous l'avez fait. Et peut-être du point de vue des 2e années aussi. Oui, du point de vue des 2e années. Ok, ça marche. Donc la prépa, d'un point de vue extérieur, ça peut sembler assez inatteignable, assez difficile. Mais au final, quand on arrive en première année, on revoit toutes les bases, on voit tout depuis le début.
Et je trouve que c'est important de le dire parce qu'on a tendance à s'auto-censurer quand on est en terminale et à se dire qu'on n'y arrivera pas. On n'a peut-être pas le niveau, notamment en maths. Par exemple, personnellement, quand j'ai vu qu'il y avait 6 heures de maths par semaine, je me disais que je n'étais pas capable de le faire parce que j'avais 4 de moyenne en terminale. Au final, vu qu'on reprend tout depuis le début, on acquiert une certaine logique mathématique, en ce qui concerne les maths en tout cas, une logique mathématique si on s'y met vraiment, et on arrive à monter assez vite. Par exemple, l'année dernière, moi j'étais monté à 10-12 de moyenne, alors que c'était impossible dans ma tête d'arriver jusque-là. Après, en première année, ce qui est bien aussi, c'est que vu qu'on reprend toutes les bases et qu'on a toute une année devant nous, les concours semblent loin. Du coup, on peut vraiment se concentrer toujours sur la base, en fait. Alors qu'en deuxième année, par contre, ça s'accélère un petit peu plus. Et on sent l'échéance des concours arriver. Et dans ce cas-là, et puis du coup, en deuxième année, c'est un peu plus compliqué du coup de revoir toutes les bases et tout. Mais il faut savoir gérer son temps, travailler plus qu'en première année, puisque vu que les concours arrivent, on se donne un programme plus chargé, en fait, soi-même. Et du coup, voilà. Vous avez l'impression d'avoir progressé depuis l'an dernier? Oui, complètement. De façon même super rapide, puisque vu qu'on voit énormément de choses dans des matières très différentes, et qu'on a beaucoup d'heures dans chaque matière, c'est super bien parce qu'on voit vraiment la marge de progression très rapidement. Et même si au début, l'emploi du temps peut sembler très chargé, au final, quand on aime les matières, on finit par finalement s'intéresser par beaucoup plus de choses, et donc continuer à vouloir en savoir plus dans toutes les matières, même les matières qu'au départ, on n'affectionnait pas forcément. Ok, donc bonjour, moi je vous suivais, je vous écoutais pendant ma surveillance d'EDS, mais je n'ai pas pu participer jusqu'ici. J'ai vu la question qui portait sur un petit peu toutes les matières, comment ça se passait le passage de terminale à la prépa. En mathématiques, c'est très différent puisqu'en terminale, vous avez 2 heures de maths par semaine, et là on passe à 6 heures, donc vous imaginez bien qu'on a le temps de faire beaucoup plus de choses et d'approfondir. En fait, il ne faut pas que vous vous disiez que la prépa, ce n'est pas pour vous parce que votre niveau en maths n'est pas suffisamment bon en terminale, comme le disait Jordan. Ça veut rien dire absolument, en fait. On a tellement de temps qu'on va se permettre de reprendre tout depuis même quasiment les premiers chapitres, c'est du calcul, donc c'est du programme de seconde, voire même il y a quelques trucs de collège. Donc je repars vraiment de la base pour aussi vous redonner la confiance, parce que le gros problème en mathématiques, c'est souvent que les élèves se mettent un plafond de verre en disant les mathématiques, je n'y arriverai jamais, ce n'est pas pour moi, alors que c'est faux. On n'a pas tous les mêmes possibilités en mathématiques, c'est sûr, mais on est tous capables de faire certaines choses. Donc le but, c'est à chaque fois, pour moi, que vous fassiez le meilleur, que vous donniez le meilleur et que vous fassiez le mieux que vous pouvez. Merci. Oui, je suis prof de maths. Ouais. Voilà. Donc voilà, non, faut pas que ce soit un blocage les mathématiques. Avec 6 heures, on a le temps de refaire beaucoup de choses. On repart sur les bases et on y va vraiment linéairement. Et au fur et à mesure, on introduit des raisonnements qui sont plus mathématiques que ce qu'on faisait au lycée, parce qu'au lycée, c'est beaucoup de calculs. On vous fait utiliser la calculatrice pour plein de choses. Là, on prépare la calculatrice, c'est fini, on n'y touche plus. Et à chaque fois, on apporte un petit peu plus de rigueur et on apporte la compréhension globale. On ne va pas juste donner une formule pour donner une formule, on va comprendre d'où elle vient. Et c'est beaucoup plus facile, je pense, de travailler dans ces conditions-là avec beaucoup plus d'heures. C'est plus simple de voir plus de choses. Et au final, le niveau monte progressivement et on ne se voit pas progresser. Et pourtant, moi, je les vois, mes élèves qui progressent. Et ils ont beau dire que les maths, c'est toujours très difficile et ils n'y arrivent toujours pas. En fait, si, il y a plein de choses qu'ils arrivent à faire au final. Et c'est plaisant pour moi de les voir progresser, même si eux ne s'en rendent pas compte. Et au fur et à mesure, ils vont arriver avec le niveau suffisant pour les concours. Donc, ne vous bloquez pas à cause des mathématiques.
On a plusieurs questions. Première, est-ce qu'on peut accéder à l'internat pendant la journée? Malheureusement, non. Et deuxième question, est-ce qu'on pourrait avoir un emploi du temps d'un élève pour voir à peu près comment c'est? Oui, on pourrait. Il faudrait que je fasse un partage d'écran et que j'aille chercher surtout un emploi du temps d'élève. Est-ce que j'ai un emploi du temps? On peut le mettre sur le site du lycée. Soit sur Pronote, soit sur le PDF de présentation. Il y a celui de l'année dernière. Sur le PDF de présentation? Il y a celui de l'année dernière. D'accord. Donc, je vais faire ça. Et il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas reçu le mail, ou elle n'a pas reçu le mail, je ne sais pas. Ça veut dire que je n'ai pas eu l'adresse, ou alors que l'adresse mail n'était pas bonne. Et dans ce cas-là, il faudrait me l'envoyer en message privé. Et comme ça, je renvoie le mail avec toutes les différentes ressources. On a dit qu'on allait chercher le PDF de présentation. Le PDF de présentation. Le PDF de présentation. Donc, il faut d'abord. Attendez, excusez-moi. Et quelqu'un peut parler, non? Pendant ce temps-là? Non? Est-ce que les élèves auraient quelque chose à ajouter peut-être sur ce qui a été présenté comme... parce qu'au niveau des matières, la différence terminale prépa a été présentée uniquement par les professeurs. Est-ce que les élèves ont quelque chose à ajouter peut-être? Moi, pour ma part, je me suis très vite habitué à la méthode. Du coup, j'ai vu M. Leroux présenter la prépa plusieurs fois. Il est venu la présenter dans mon lycée. Donc, c'est le seul truc qui m'intriguait un petit peu, c'était les cours de culture G. Parce que du coup, ça m'intéressait vraiment. Et du coup, ça a été une bonne surprise. Mais non, après, niveau horaire et tout, c'est clair qu'on sent le changement quand même. Mais après, c'est pas non plus horrible, quoi. On suit nos cours comme on les suit, comme un emploi du temps de terminale. C'est juste qu'on a plus d'heures et on a des heures différentes de par nos spécialités. Et maintenant, plus, voilà, comme on a dit, les mathématiques, l'économie, le droit, le management, tout ça, quoi. Donc, non, ça se suit très bien. Peut-être envisager ce que, Gérard, tu es en deuxième année, ce que tu prévois l'année prochaine, et puis dire aussi déjà ce que tu penses que la prépa t'a apporté au-delà de la... Voilà. Juste pour faire un petit point juste sur l'emploi du temps avant, il ne faut pas avoir peur quand on voit le nombre d'heures, parce que quand on voit d'un point de vue extérieur, comme ça, quand on n'y est pas, on peut se dire que ça fait énormément d'heures. Je crois qu'en première année, on est à 40, 45 avec l'école. Mais au final, on ne voit vraiment pas le temps passer parce qu'on est dans un environnement qui est assez, on va dire, familial. Tout le monde s'entend bien, il y a une ambiance qui est relativement plaisante. Et en plus, l'école, donc on peut finir jusqu'à 19h avec l'école, mais l'école, au final, ça passe encore plus vite que les cours parce qu'on est par groupe de 2 à 3 personnes. Et en fait, c'est plus comme, enfin, c'est un peu comme du soutien, on va dire. C'est des petits travaux en petits groupes et qui permettent de poser des questions un peu plus précises sur le programme aux profs quand on en a besoin, ou de revoir des points sur des thèmes qu'on n'a pas encore bien assimilés. Donc ça, c'est assez bien. Et pour revenir du coup sur ce que me demandait Madame Kennel sur ce que j'envisage de faire après ma deuxième année, personnellement, j'envisage de rentrer en école de commerce. Donc, nous, on vise, donc je pense que vous en avez déjà parlé, mais nous, on se prépare aux 25 meilleures écoles de commerce de France. Donc, toutes les écoles sont très bien niveau insertion professionnelle, niveau de l'environnement dans lequel les écoles nous font évoluer et toutes ces choses-là. Donc, il n'y a pas de souci à se faire, peu importe les résultats qu'on a au concours, on aura une école qui est très bien. C'est aussi un concours, il y a plus de places en école que de candidats, donc c'est important de le souligner. Donc tout le monde peut avoir une école en travaillant. J'allais dire un minimum, mais le but c'est pas de travailler un minimum, mais c'est un peu ça. Et je pense que la prépa apporte énormément de choses. Personnellement, j'ai une grande rigueur dans mon travail. Je suis beaucoup plus régulier dans toutes les matières. J'ai moins peur de travailler des matières qui me plaisaient pas forcément auparavant. Par exemple, les mathématiques, j'ai même fini par apprécier en faire, même si je suis toujours moyen dans la matière. Et toutes les matières sont présentées par des profs qui sont vraiment intéressés par ce qu'ils font. Et je pense que c'est ce qui est le plus plaisant, parce qu'on a toujours des personnes qui nous transmettent des savoirs
de façon, enfin, on voit que c'est des personnes qui aiment ce qu'ils font, et du coup, c'est plaisant. Et voilà. Merci. Excusez-moi, il y avait un peu. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on a abordé le programme dans l'école? Le programme dans l'école? Oui, oui, j'ai expliqué ce qu'on disait. Tout à fait. Ouais. Vous avez plutôt des questions auxquelles on pourrait continuer à répondre? Non, mais il y a une chose que j'ai oublié de vous montrer, justement, c'est la FAQ, la foire aux questions qui est disponible. Donc justement, si vous avez des questions, vous pouvez évidemment nous les poser tout de suite, mais vous pouvez aussi les poser ici. Si vous allez sur le stand virtuel, vous allez tomber sur la foire aux questions. Enfin, vous n'allez pas tomber dessus, mais vous pouvez aller chercher la foire aux questions. Et dans la foire aux questions, et bien, vous aurez tout plein de questions. Et donc... Non. Et donc, enfin, vous aurez les questions. On a imaginé avec les étudiants les questions que vous pouviez vous poser. On y a répondu. Et évidemment, si vous en avez d'autres, vous pouvez aussi les poser là, ou bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, les poser sur le compte Instagram. Je ne sais pas du tout pourquoi vous ne pouvez pas aller sur cette foire aux questions. C'est pas le cadre que devant. Alors, pendant que tu cherches, je peux peut-être répondre à Domingos. Comment se déroulent les concours? Alors, ça dure 3 semaines. Donc, c'est vraiment un marathon. Hein. Vous avez 3 semaines, vous avez à peu près 13 jours d'épreuve en fait, en tout, avec une petite pause entre les deux. Et donc, en fait, vous imaginez à peu près ce que ça demande hein, comme endurance. Vous êtes interrogé à l'écrit sur toutes les disciplines que vous suivez pendant les 2 ans. Donc, vous avez des épreuves de management, d'économie, droit, de culture générale, de langue 1, langue 2, mathématiques. Et en fait, pour chacune de ces disciplines, vous avez plusieurs épreuves. Donc, par exemple, vous aurez 3 épreuves de management, 3 épreuves d'éco-droit, 3 épreuves de mathématiques, etc. Donc, en fait, voilà, ce sont des concours assez exigeants, mais ne vous inquiétez pas, le programme pendant 2 ans et puis la manière dont on vous accompagne vous y prépare parfaitement. Ok, et donc pendant ce temps que M. Leroux parlait, vous avez donc vu que j'avais réussi à accéder. Oui, c'est ça, Domingos. 13 jours pour avoir accès à toutes les écoles parce que les écoles se rassemblent en banque d'épreuves. Vous avez plusieurs écoles qui vont prendre une épreuve de mathématiques, par exemple. Vous n'avez pas autant d'épreuves que d'écoles, sinon ça serait strictement impossible. Donc, juste pour la foire aux questions, on a rassemblé les questions entre avant la prépa, enfin on les a ordonnées selon avant la prépa, pendant la prépa, après la prépa. Et j'arrête le partage et je vais vous mettre dans le chat le lien vers la foire aux questions. Je reviens peut-être le temps que tu le fasses, Marie, sur une question que je vois circuler à propos de la différence entre la philosophie et la littérature en culture générale. En fait, ce sont 2 matières qui se complètent logiquement, qui s'imbriquent un petit peu l'une dans l'autre, au sens où on va travailler un programme commun. Mais alors, M. Perbost me corrigera hein, s'il ne voit pas les choses comme ça. Mais en fait, en philosophie, on travaille beaucoup sur des concepts, des théories philosophiques, essentiellement sur des textes donc, de philosophes. En littérature, en fait, on élargit un petit peu, mais la littérature, elle touche forcément, vous savez bien, à des problèmes qui sont aussi d'ordre existentiel. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'être heureux? Comment se comporter dans la vie? Qu'est-ce que c'est que l'amitié? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est que le travail? Enfin, toutes ces questions-là, elles existent dans les textes littéraires. Donc, les 2, en fait, se complètent tout le temps. Pour vous donner un petit exemple, cette année, les élèves, ils ont travaillé sur une théorie philosophique qui est la théorie de Descartes, des animaux-machines. Donc, au XVIIe siècle, Descartes a expliqué que les animaux étaient comme des machines, qu'ils ne sentaient rien, qu'ils n'avaient pas le langage, qu'ils n'avaient pas accès à la raison. Et puis, moi, j'ai travaillé, en fait, on est parti de Descartes et on a vu comment La Fontaine et Voltaire, des auteurs un petit peu plus littéraires et un petit peu moins philosophiques, répondaient
à des cartes. Donc, on complète en fait, et quand vous faites une dissertation, vous utilisez toutes vos ressources, c'est-à-dire que vous n'utilisez pas évidemment seulement les ressources du cours de philosophie, vous utilisez toute votre culture, hein, la culture que vous pouvez acquérir dans les deux cours. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est conçu comme une matière globale avec deux aspects qui se complètent l'un l'autre. Je ne sais pas si c'est clair, j'espère. Oui, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que c'est vraiment deux approches complémentaires, l'approche littéraire et l'approche philosophique. La culture générale, dans notre culture en Occident, elle est faite vraiment de ces deux racines-là, avec d'autres disciplines scientifiques, religieuses aussi. Et pour nous, en culture générale, on s'appuie sur vraiment les grands écrivains et les grands philosophes. Ma collègue a bien précisé ce côté complémentaire du point de vue des idées. Ensuite, du point de vue de la méthode, je le répète juste une seconde, on en a parlé tout à l'heure, vous êtes préparé à deux exercices, l'exercice de résumé et l'exercice de dissertation. Et là aussi, les deux approches sont complémentaires. On apprend à écrire, on apprend à rédiger, on apprend à argumenter. Vous allez faire des très gros progrès, notamment dans votre expression écrite, qui va être un atout déterminant au moment des concours. Ça, c'est un aspect très important, d'arriver à revoir aussi toutes les bases de syntaxe, de grammaire, un enrichissement du vocabulaire. Vous allez vraiment développer vos capacités écrites de manière très importante. Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir des autorisations permanentes pour des jours fixes de la semaine, d'entrée-sortie internat entre 18 et 21 heures pour ceux qui sont en club sportif? C'est une question qu'il faudrait qu'on pose. Franchement, Monsieur Delamarre, vous n'êtes plus là? Mais quels étaient les horaires dont elle parlait, Amina, là, qui nous avait laissé Elle parlait de quels horaires par rapport à l'internat? Elle parlait qu'il fallait être à 22 heures au 5e étage parce que la porte est ferme. Je sais que ça s'est quand même beaucoup assoupli depuis quelques années. Donc, a priori, je pense que c'est quelque chose que M. Delamarre pourrait entendre. Mais il faudrait voir il faudrait poser la question directement. On va lui poser. Et puis, envoyez-moi vos coordonnées, puis on vous donnera une réponse. Hein. Sur le compte Instagram ou bien en message privé, là. Temps libre et prépa. Est-ce que vous pouvez dire comment vous conciliez votre temps libre et la prépa? Alors, en gros, comment je fais les deux? Oui. Est-ce que tu as encore du temps libre? Est-ce que vous avez encore du temps libre? Est-ce que vous n'en avez plus? Est-ce qu'il y en a qui font du sport parmi vous? Enfin, des choses comme ça, quoi. Alors, j'ai perdu toute vie sociale. En même temps, c'est peut-être pas à cause de la prépa, là. Non, c'est pas vrai. Non. Bah, après, justement, comme du coup, je disais que la prépa, c'est comme une famille, du coup, parce que du coup, on est vraiment tous ensemble. Bah, nous, on s'est très vite trouvés avec pas mal de potes. Et du coup, les trois quarts du temps, on fait nos sorties ensemble, on va faire les boutiques ensemble en Rouen, etc. Après, j'ai des amis qui habitent à Rouen aussi, donc quand je sors des cours, par exemple le vendredi, étant donné qu'on termine à 15h, si on n'a pas de colle, bah, je profite de ce temps libre pour aller voir des amis à moi. Bon, après, là, avec les couvre-feux, bah, du coup, ça ne dure plus très longtemps. Mais avant couvre-feu et quand on avait repris les cours, du coup, les derniers bus partaient pour minuit. Du coup, bah, je passais une petite soirée avec mes amis et je rentrais chez moi après pour dormir. Mais du coup, voilà, j'ai en aucun cas perdu rien du tout. Hein, je n'ai pas du tout perdu ma vie sociale. Je continue de voir mes amis et je continue de travailler derrière. Et l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Quelqu'un d'autre veut répondre, hein? Moi, je veux bien. Oui, Jordan, vas-y. Alors, en première, moi, j'ai quand même vu une petite différence entre la première et la deuxième année, mais c'est après parce que personnellement, je travaille plus depuis que je suis en deuxième année. Mais après, je rejoins sur ce qu'il disait par rapport au fait qu'on constitue des groupes d'amis rapidement en prépa. Même en dehors des cours, on est souvent ensemble et même en dehors des cours, on parle tout le temps de la prépa, en fait. Même hors cadre scolaire, on en parle, on parle des concours, on parle de ce qu'on fera plus tard, on cherche un petit peu nos projets, etc. Et même en dehors du cadre de la prépa, on continue à voir, personnellement, je continue encore à avoir des amis qui étaient pas du tout en prépa.
Mais le plus souvent, on est quand même avec des gens qui sont avec nous en cours. Et donc voilà, donc ça, on ne perd pas du tout de vie sociale. Et moi, je me posais la question de savoir si, quand j'étais en terminale, si on pouvait quand même sortir le soir après les cours, si on avait le temps ou pas. Donc, ce n'est pas du tout recommandé. J'en ai fait l'expérience en première année le jeudi soir. C'est une mauvaise idée pour le vendredi matin, mais ce n'est pas du tout impossible. Après, ça suppose qu'on ait une vie sanitaire normale, on va dire. Mais dans un contexte normal, oui, c'est tout à fait possible de sortir, notamment les jeudis soirs. Mais ce n'est pas recommandé. Oui. Moi, on va dire qu'en semaine, c'est un petit peu plus compliqué. Mais le week-end, je sors quand même, je fais des fiches de révision, mais après, je me repose quand même. Chaque dimanche, je continue à faire mon sport. Donc, on va dire que c'est un petit peu plus compliqué, mais je trouve quand même du temps pour moi. Donc, ça va. Tout à fait. Ah oui, oui, alors ça, on insiste fortement. Effectivement, on a 100% de nos cours et de nos cols en présentiel, à l'inverse des étudiants en fac, effectivement. Et on est vraiment très, très content de ça. Et je pense que vous aussi, vous êtes content de ça. C'est l'avantage, hein, clairement. Ouais, c'est un gros avantage. Hein. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je pense qu'on a répondu à toutes vos questions. La continuité pédagogique est sans faille en prépa. Eh ouais. Et même l'année dernière, pendant le confinement, on avait continué tous nos cours à distance sur Discord. Vraiment, on avait vraiment assuré. Enfin, il y avait une continuité pédagogique sans faille, comme l'a dit M. Pervos. Bon, on va peut-être. Ouais, je pense. Hein. Bah, écoutez, si vous n'avez plus de questions, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à vous d'avoir été là et n'hésitez pas à aller voir les différentes ressources numériques qui existent en ligne et sinon à nous contacter par la prépa, enfin via le compte Instagram de la prépa. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.